Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 24 mars 2023. Ce soir, je m'étais proposé, comme vous l'avez entendu hier soir, de vous montrer des catalogues, mais je ne le ferai pas car ce matin, j'ai appris une bien triste nouvelle, le décès de Jean-Marie Apostolides, d'un d'un cancer fulgurant. Et je connaissais Jean-Marie depuis, bon, je dirais peut-être 2002. Donc, je le connaissais depuis une vingtaine d'années. Il a publié quelques textes dans ma cabane d'édition, la compagnie à numéro, et il m'avait également offert un texte, l'exécution du testament de Sade. Un petit tirage à 100 exemplaires. Et on s'était proposé, lui et moi, avec l'excellent graveur René Daunet, de faire une édition de luxe. Il avait consenti, Jean-Marie, à ce projet. Qui sait peut-être qu'un jour ce projet-là se concrétisera. Je demanderai la permission à sa compagne, Danielle, de, de m'offrir la possibilité de réaliser ce projet. Alors, il y a bien des choses que je pourrais vous dire sur Jean-Marie. Sans doute que je vais plutôt... Je me sens, je me sens à la fois peiné, bouleversé, et je suis contrit que cette disparition s'inscrive dans un continuum de, de disparition. Dans les derniers mois, dans les 12 derniers mois, j'ai perdu beaucoup de gens. C'est sûr, quand on a la petite soixantaine, les arbres autour de nous commencent à tomber. Ils font un bruit assourdissant et ils laissent un chagrin parfois inapaisé. Et le nombre de fantômes se multiplie autour de nous. J'aime à penser que ces morts qui nous précèdent, au fond, nous permettent de nous familiariser avec notre propre disparition. J'aime croire que les morts ne meurent pas pour rien. En fait, ils ont la générosité de nous indiquer la marche à suivre. Jean-Marie, pour parler un peu de lui, a publié beaucoup de livres. C'était un intellectuel de pointe, doublé d'un esprit sarcastique un peu, ironique, un un peu en porte-à-faux avec l'institution universitaire. A publié plusieurs ouvrages fort remarquables, aux éditions de Minuit, entre autres, sur Corneille. Il était professeur à l'université là où enseignait René Girard, à Stanford, en Californie. Professeur de littérature française et de théâtre classique. Et sa première passion, c'était le théâtre. Alors il y avait quelque chose de théâtral et de débonnaire tout à la fois. Et comme j'affirmais que c'était un esprit un peu en porte-à-faux et très, très second degré. Et il s'était consacré à des figures atypiques du monde de la littérature et de la philosophie. Entre autres, Patrick Straham, connu également sous le nom du Bison Ravi, qui a côtoyé pendant un certain temps Guy Debord et les situationnistes. Et il a émigré au Québec, Straham, et il a en quelque sorte exporté le situationnisme et exporté également les références culturelles liées
à ce mouvement. Henri Lefebvre, Karl Marx, Lautréamont. Hamon. Et il a proposé Straham à son lectorat. C'est un grand, grand passeur culturel, Straham. Il a donc proposé à son lectorat et à son auditoire, il animait une émission de radio, Blues Clair, des méthodes pas de géopoétique, mais de déambulation à travers la ville. D'ailleurs, un très beau livre lui a été consacré, L'Arpenteur des villes, si ma mémoire est bonne, de Vachon. C'est à vérifier tout ça. Et donc, Straham avait rapporté dans ses bagages l'esprit des situationnistes. Et donc, Jean-Marie avait déniché des textes. Il avait, comme il dit, il avait tellement lu Straham, il avait mangé du bison enragé, disait-il. Donc, les bouteilles sont couchées. Un texte qu'on a retrouvé il y a quelques années. Peut-être que c'est Jean-Marie lui-même qui a retrouvé le texte. En tout cas, il en a fait l'édition critique publiée chez Alia. Les bouteilles sont couchées. Très, très beau texte. Il a fait également paraître, et là, ça lui a valu les foudres des Debordiens de stricte obédience. Il a fait paraître chez Flammarion, dans la collection des grandes biographies, une biographie très sévère de Guy Debord. Ce qui lui a valu d'être, en tout cas d'être voué aux gémonies par les Debordiens. Ah oui, il a été l'objet de débordements, de paroles agressives. Mais il faut dire, il avait eu accès aux sources premières, donc correspondance, carnet, et ça lui avait permis de brosser un tableau sans illusion sur Debord, qui était véritablement un affreux Jojo. Mais ce livre n'a pas eu le retentissement qu'il aurait dû avoir pour une raison assez terrible. C'est que le livre est paru une dizaine de jours ou 2 semaines avant les terribles attentats du Bataclan. Alors, le Bataclan et les massacres commis par les djihadistes qui n'étaient pas, en fait, oui, qui n'étaient pas des situationnistes. Mais ils ont filmé, hein, vous savez, ils ont filmé leur massacre. Massacre qui n'a jamais été diffusé, je pense, ou peut-être par Daesh, je ne sais trop. Mais les mecs, ils se filmaient en train d'abattre à bout portant les gens rassemblés pour voir un spectacle de rock. Le petit-fils de la chanteuse Anne Sylvestre a été exécuté lors de cette terrible soirée. Alors, le Debord, outre les réactions outrées des amateurs de Guy Debord, selon moi, n'a pas rencontré l'écho qu'il méritait. Au Québec, il a publié également 2 livres avec le dessinateur Luc Giard, aux éditions Les Impressions Nouvelles, dirigées par Benoît Peters. Car il était proche du Québec, proche pour des raisons intimes, proche pour des raisons familiales, et là-dessus, on avait un petit différend, mais je l'ai vu à plusieurs reprises. C'est ça qui me chagrine encore plus, c'est que nous échangions, il vivait en Californie, donc, et nous échangions régulièrement au téléphone, lui et moi. Nous parlions régulièrement. Et dans les dernières semaines, je l'ai vu à plusieurs reprises à ma librairie. Entre autres, il avait assisté 2 fois
à la représentation, à Tempéra, la représentation performance théâtrale euh, de mon épouse Fabienne Roch. Et elle a trouvé ça assez extraordinaire. J'avais bien hâte et je l'ai vu à la fin du mois de janvier. Mais je l'avais trouvé très fatigué. Je l'avais trouvé fatigué et étonnamment un brin désabusé. J'avais mis ça sur le compte de la fatigue, mais peut-être était-il déjà atteint, peut-être pressentait-il que, qu'une terrible maladie était sur le point de l'emporter. Peut-être son corps lui donnait des signaux. Oui, vous disais-je, nous nous taquinions là-dessus parce que il était un fédéraliste. Et, et, et comme beaucoup d'intellectuels européens, il avait du mal à saisir la dimension nationaliste du Québec. Parce qu'on comprend que pour un intellectuel européen, le mot nationalisme fait peur. Mais le mot nationalisme au Québec n'a pas la même connotation que dans certains pays ou dans l'histoire de certains pays. Alors, il n'a pas cette connotation négative. Et lui, il se méfiait, je dirais, de tous les nationalismes et celui-là, entre autres. Et je ne peux pas me donner le beau rôle, mais je lui confiais, il n'y a pas si longtemps, puis il avait l'air de ne pas être en désaccord avec moi, que son option, le fédéralisme, et mon option, l'indépendantisme, eh bien, c'était deux utopies qui, finalement, toutes deux avaient échoué. Et que nous nous retrouvions devant un grand vide. Le projet de Trudeau de faire une grande nation bilingue, n'est-ce pas, avec à la fois la reconnaissance des deux peuples et des deux peuples fondateurs au niveau civilisationnel. Aujourd'hui, c'est une notion que tout le monde récuse. Et on a beau faire des proclamations qui n'engagent que ceux qui les énoncent, que nous ne sommes pas en territoire, que nous sommes en territoire non cédé, par exemple. Puisqu'il y a, à mon avis, du blabla qui ne veut rien dire. Les gens qui disent ça devraient simplement repartir. On ne peut pas se donner le beau rôle simplement en affichant ostensiblement une mauvaise conscience. On ne s'achète pas une conscience sur le marché de la conscience frelatée et des mauvaises consciences. La mauvaise conscience, c'est pas juste contre-productif. C'est une posture. Se sentir coupable pour se sentir mieux, j'aurais envie de dire, on ne mange pas de ce pain-là. Il faudrait pouvoir assumer le fait que oui, on a colonisé un territoire. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des mauvaises choses. Faire un bilan juste, mais ne pas se payer des mots. Alors, oui, l'échec Trudeau a échoué et René Lévesque aussi a échoué. Qu'au fond, nos deux points de vue politiques ont échoué. Il était plutôt d'accord avec moi. Aussi, il s'était rendu extrêmement... il a été considéré comme probablement l'un des plus grands tintinologues du monde francophone. Il a écrit beaucoup de livres sur Tintin, dont celui-ci, Les Métamorphoses de Tintin, chez Segers. La première édition, d'ailleurs, la première édition, c'était son troisième livre, publié en 1984, et on peut y lire dans la bibliographie, Le Roi Machine, spectacle et politique au temps de Louis XIV, aux éditions de Minuit, et La Nauf
Des Fous, une pièce de théâtre, publiée chez Albin Michel. Je vous disais qu'on l'avait vu beaucoup, on l'a vu aussi à la fin du mois de novembre à la Cinémathèque, pardon, à la représentation filmée d'un film qu'il a fait sur plusieurs années sur son cousin, et dont le titre était Buvons, buvons et foutons-nous du reste. Et ce cousin, qui avait, j'aurais envie de dire, raté sa vie, Jean-Marie disait que lui, lorsqu'il était enfant, il disait ça là, après la petite séance de questions qu'il y a eu après la représentation, du docu-fiction restauré, parce qu'il y a eu une première version de ce film il y a une quinzaine d'années. D'ailleurs, on peut commander le livre, la première version, aux éditions L'Harmattan. Et buvons, buvons, et moquons-nous du reste. Et la deuxième version, ce qui nous expliquait Jean-Marie, était moins cruelle, moins dure, plus avec un angle plus humain, parce que de filmer année après année le ratage d'une vie, et Jean-Marie, donc, vous disais-je, plus jeune enfant, ce cousin était vu comme l'espoir de la famille, un surdoué. Et Jean-Marie, lui, était vu comme le cancre, celui qui allait échouer. Et finalement, les destins ont permuté, et le cousin a fait un ratage spectaculaire, tandis que Jean-Marie a eu une carrière intellectuelle éblouissante. Et on sentait bien une sorte de regret, comme s'il y avait eu un échange de prisonniers, un échange d'otages. Jean-Marie portait, j'avais l'impression qu'il portait ce regret-là en lui. En tout cas, c'est l'impression qu'il nous a fait lorsqu'il qu'il a répondu de manière très généreuse aux questions du public qui avait assisté à ce film à la fin novembre. Alors finalement, de la mi-novembre jusqu'au mois de janvier, j'ai dû le voir 6-7 fois. Et je sentais bien que les liens... il aimait beaucoup Fabienne, il aimait beaucoup le travail de Fabienne. Et je sentais bien que les liens se resserraient aussi entre lui et nous et sa compagne, Danielle, que nous avions beaucoup apprécié également, que nous avions rencontré lors d'une des deux performances auxquelles avait assisté Jean-Marie, à laquelle Jean-Marie avait assisté. Alors oui, un grand spécialiste de Tintin, et aussi il avait eu, outre les difficultés rencontrées avec les, les Debordiens, il avait été aussi, et ça lui avait valu quand même, j'aurais envie de dire, ça n'avait pas arrangé les choses au niveau de la réputation. Il avait été le traducteur français de la première édition du manifeste contre la société industrielle de Unabomber, avec la préface importante d'Annie Lebrun, publiée aux éditions du Rocher. Et il me racontait, lorsqu'il n'était pas arrêté à ce moment-là, il était toujours recherché, Unabomber. Et il me racontait donc que pendant qu'il faisait sa traduction, eh bien, sa ligne était écoutée par le FBI. Sans doute le FBI devait-il s'imaginer que le traducteur de Unabomber savait dans quelle cabane, dans le Wyoming, ou enfin dans un coin assez creux des États-Unis, pouvait se cacher le terroriste le plus recherché en Amérique, avant l'arrivée de Ben Laden.
Alors après, Ben Laden a tout balayé. Ben Laden a pris la pole position. C'est étonnant de voir quand même comment nous avons basculé dans un nouveau monde en 2001 et comment nous avons basculé, je dirais de manière encore plus radicale, dans un nouveau monde en 2022. Et on voit que les lignes bougent. Tandis qu'en 2001, j'aurais presque envie de dire que c'était presque une chicane de famille avec les trois monothéismes. Tandis que, avec la Chine, qui est à l'arrière-plan de ce conflit et qui manifeste le désir de jouer un rôle, en tout cas, qui ne peut pas ne pas en jouer un et qui en joue un, il y a quelque chose là, de. Il y a un paradigme, là, il y a un nouveau paradigme qui est en train de s'installer. Alors oui, un esprit singulier dans Marie Apostolides, un esprit singulier, un érudit, quelqu'un de frondeur, mais tout ça avec bonhomie, qui aimait les personnages atypiques, qui n'hésitait pas à s'engager avec des zigotos comme moi, avec le marquis de Sade, par exemple, l'exécution du marquis de Sade. Ou d'autres artistes, ou avec son cousin, et qui avait un immense appétit intellectuel, et qui travaillait sans relâche. Il me disait aussi lors tenez, 2 dernières anecdotes. Il me racontait, il avait été assez proche de Michel de Certeau. Vous savez, Michel de Certeau, le jésuite psychanalytique. Un intellectuel hyper important. Et Michel de Certeau, qui n'avait jamais défroqué, qui était donc resté un jésuite, se savait atteint d'une maladie, savait qu'il était pour mourir. Et il avait envoyé aux 2 groupes de ses amis, en fait, il avait envoyé une carte préannonçant son trépas. Et dans la première catégorie, adressée aux croyants, il les rassurait quant à sa foi. Et au deuxième groupe de ses amis intellectuels, qui eux n'étaient pas des croyants, eh bien, il leur affirmait son athéisme. Alors, et ça amusait beaucoup Jean-Marie, l'esprit jésuistique, d'extrême finesse. Et au final, il concluait en disant, au fond, on n'a jamais su si Michel de Certeau croyait ou pas. Mais aux uns et aux autres, il leur donnait à entendre ce qu'ils voulaient entendre. Et l'autre petite anecdote qu'il me racontait, c'est que lui, Jean-Marie, se déclarait tout à fait athée. Ça, pas de tour de passe-passe à la de Certeau, ici, mais qu'il adorait le faste religieux, qu'il adorait s'asseoir dans les églises, qu'il aimait la culture religieuse, qu'il aimait l'expression de la liturgie, les signes de foi. Alors j'imagine que pour lui, ça devait ressembler à une sorte de grand théâtre du 17e siècle, quelque chose à la fois du carnaval, de la grande bouffonnerie, quelque chose qu'il ne fallait pas prendre au sérieux, mais dont la grandeur manifeste savait le toucher. Un homme très singulier et très généreux. Moi aussi, on me demandait de définir en un mot ce qu'a été pour moi dans ma vie Jean-Marie Apostolides, je dirais générosité. Générosité, puis après ça on pourrait rajouter, l'humilité des savants, hein, la grande humilité des savants, la grande humilité de ceux
qui étudie sans relâche. Je ne sais pas si, pour en revenir à ma catégorie d'hier, les lecteurs sauvages et les lecteurs, on va dire, scolaires, ben, je pense il était les deux, Jean-Marie. C'était à la fois un lecteur sauvage et un lecteur scolaire. Il naviguait comme ça entre les deux pôles. Je ne pense pas qu'il aurait accepté d'être confiné à la marginalité. Je pense qu'il en aurait souffert. Même s'il n'avait pas été l'espoir de sa famille, il avait été quand même... il était le fils d'un médecin. Et il raconte dans l'audience, la visite, ils ont visité le pape, son père et lui. C'est le pape Pie VI, je pense. Lequel, là? Non. Pas... Ouais, je pense que c'était Pie VI. Vous savez, celui avec le visage émacié, très sérieux, là. Pas Jean 23. Ça devait être Pie VI, hein? Après Jean 23, c'est Pie VI, ouais. C'était pas drôle, Pie VI, hein? C'était moins la rigolade. On n'était plus l'air... la bouffée d'oxygène de Vatican II commençait à se dissiper. On sentait que l'Église qui s'était avancée en eau profonde commençait à trouver que l'eau était peut-être trop froide. Alors il raconte ça dans l'audience aussi, la visite qu'il a faite avec son père. Alors c'était important pour lui, c'était important pour lui très tôt de réussir, de réussir intellectuellement et de réussir socialement. Il n'aurait pas pu être un pur marginal, mais il n'aurait pas pu non plus être un pur académicien. Je pense qu'il voulait à la fois le calme des vastes bibliothèques et d'une certaine manière l'aventure situationniste. D'une certaine manière, la réinvention du quotidien. Au fond, il voulait tout. Voilà. Mais comment ne pas vouloir tout? Quand on peut tout. Ben voilà. J'aurais d'autres choses à vous dire. Il y a d'autres choses, sans doute, d'autres souvenirs qui vont remonter à la surface de ma mémoire. Mais c'est une vidéo totalement improvisée. Je ne pouvais pas ne pas vous parler de Jean-Marie Apostolides. Je ne pouvais pas aller vous chercher le carton là, avec les catalogues, puis de vous parler de tous ces libraires, confrères, vivants ou disparus. Notre chagrin est trop vif. Et franchement, il va me manquer. Et je sais qu'il va manquer à beaucoup. Sans doute aux milliers d'étudiants à qui il a offert son savoir et sa passion. Et il va manquer aussi à ses nombreux amis qu'il avait, nombreux liens qu'il avait tissés avec les uns et les autres. Toujours avec une extrême amabilité. À demain. Ah oui, je vais quand même, je reviens, je vais quand même vous mettre en note de bas d'écran la petite vidéo que j'avais faite sur le livre L'exécution du Marquis de Sade, publié dans ma cabane d'édition. Je vais vous mettre aussi l'entretien qu'il avait accordé. Je ne sais pas, je ne me souviens pas si l'entretien il est intégral ou c'est seulement un extrait. Entretien qu'il avait accordé justement lors de la parution des Métamorphoses de Tintin. Entretien qu'il avait accordé à Bernard Pivot. Et si je peux, je vais vous mettre l'article du Devoir de Jean-François Nadeau qu'il a fait paraître dans le Devoir d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que je pourrais d'autre vous montrer? Ben, écoutez, je vais vous mettre ces trois choses-là en note de bas d'écran afin que vous ayez un aperçu de l'immense travail qu'a accompli Jean-Marie
Apostolides.